Docteur Djaligé Oumarou, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Koukam. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV dans la suite de la compréhension de cette crise qui oppose depuis quelques années, mais davantage depuis quelques semaines dans l'extrême nord Cameroun, les Mousgoum et les Arabes Chois. Et je note pour nos téléspectateurs que la dernière fois, vous avez fait une analyse dans laquelle vous nous disiez qu'il fallait impliquer l'honorable Kamsouloum et le colonel Amal Kalkaba pour résoudre la crise. Tant mieux, c'est les deux qui sont intervenus dans les discours du 15 décembre à la faveur de la délégation gouvernementale qui est montée vers le Nord Cameroun. Et comment est-ce que vous avez apprécié déjà cette initiative qui a été prise par l'État? Merci de me passer la parole. Et me concernant, j'ose croire qu'il faut déjà saluer cette initiative qui a été entreprise par les pouvoirs publics. Il y a eu une commission interministérielle qui s'est dépêchée de Yaoundé pour aller vers les bordures sud du lac Tchad, c'est-à-dire la zone de crise. Et bien avant cette commission interministérielle, nous avons aussi constaté que le patron de la région de l'extrême nord, monsieur le gouverneur, a aussi eu à dépêcher son état-major avec quelques intellectuels issus de l'université de Maroua pour aller apaiser un peu la situation. Et je dirais donc les peuples en conflit ont eu à échanger avec leurs leaders communautaires respectifs, ce qui fait donc qu'il y a eu un apaisement de deux côtés. Mais nous ne sommes pas en mesure de dire que cet apaisement va permettre à ce que la hache de guerre soit enterrée définitivement. C'est juste un apaisement de circonstances pour éviter les boucheries humaines. Docteur Djaligé, l'honorable Kamsouloum, je crois, dans l'analyse, Oui. ne parle pas d'un conflit interethnique, mais il parle d'un conflit socio-professionnel. Je crois que c'est le terme qu'il a utilisé. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ose croire que je ne maîtrise pas le parcours académique de l'honorable Kamsouloum Abba Kabir. Je loue ses efforts d'avoir apporté sa pierre de touche à l'analyse de ces débordements. Mais les faits sociaux sont des faits totaux, car une seule raison ne suffit pas pour expliquer un fait social, surtout lorsqu'on a affaire à la violence armée. Alors, moi je pense que cet embrasement dispose de raisons plurielles. Il faut d'abord partir de l'histoire du bassin du lac Tchad avant de revenir donc maintenant sur les accrochages interprofessionnels. Et sa ligne d'analyse est purement politique. Quand je fais allusion à la politique, je ne parle pas de la rationalité politique, mais de la politique politicienne. Okay. Et quand l'une des phrases du colonel Amal Kalkaba, il dit « Je dis au Mousgoum, je dis que la hache de guerre doit être définitivement enterrée ». Tout ceci nous donne l'impression que le conflit est peut-être plus profond. Bien évidemment, il insiste, il parle avec insistance. C'est un homme en tenue et vous savez que les hommes en tenue, c'est des personnes qui prennent des décisions de manière un peu dure. Et nous avons ici affaire à la timocratie. Et je pense qu'il le dit parce qu'il connaît la profondeur de la réalité. Ça veut dire que c'est une paix précaire. C'est une paix précaire dans la mesure où si aujourd'hui un Mousgoum s'élève pour enfreindre les décisions de
du colonel Kalkaba Malboum, alors il peut être exclu de la communauté. Ça serait, je peux appeler ça un crime de lèse-majesté. Mais le problème est plus mémoriel que professionnel. Pourquoi? Parce que chaque communauté devrait, à un certain moment, faire le bilan, chercher à trouver un consensus pour partir sur de nouvelles bases par rapport à tout ce qui s'est passé négativement dans le passé. Mais dans le cadre du Grand Nord Cameroun, nous sommes loin de cette réalité. Il y a eu des boucheries humaines orchestrées par le trafic transsaharien des esclaves noirs, et ça a perduré 15 siècles avant l'avènement des colons occidentaux au 19e siècle. Et ça concernait qui? Le trafic transsaharien des esclaves noirs. Pour nos téléspectateurs, c'est important qu'ils sachent. En fait, c'est la traite arabo-musulmane. Je ne suis pas en train de vouloir saquer l'islam. Oui. Moi, je respecte la religion d'autrui. Mais l'islam est entré avec beaucoup de fureur et beaucoup d'injustice. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, la féodalité a épousé une autre forme dans le Grand Nord du Cameroun. Le Grand Nord Cameroun est féodal jusqu'à présent, mais c'est une féodalité mitigée, quoi. Il y a du clair-obscur. Et après, donc, le trafic transsaharien des esclaves noirs, qui consistait à s'accaparer des hommes, des femmes et d'enfants pour les canaliser le long du lac Tchad vers la Méditerranée, dans les entrepôts d'esclaves au Maghreb. Quelquefois, on échangeait 20 esclaves contre un cheval, parce que le cheval fut un animal fantassin, un animal de conquête. Et pour l'avoir, ce n'était pas évident. Alors, il fallait faire le troc de 20 esclaves. Et en contrepartie, ces rois, ces bâtisseurs d'empire obtenaient donc des chevaux pour faire leur conquête. Voilà la première phase. Et la deuxième phase de la colonisation du Nord Cameroun, donc, c'est la colonisation occidentale. Puisque les colons vont donc pactiser avec... les colons occidentaux, j'ai dit, vont pactiser avec les Peuls et les Mandara. Vous voyez? C'est pourquoi dans le Grand Nord, la langue la plus parlée, c'est le Fulfulde au niveau des plaines. Tandis que vers les monts Mandara, c'est le Mandara. C'est comme une langue autorisée, quoi. On fait le marché avec ces langues. Et les langues des peuples autochtones sont enfouies. Il faut beaucoup d'efforts pour s'exprimer en dialecte local. C'est un peu ça. Et quelle implication sur le conflit, quelle implication directe sur le conflit entre les arabo-musulmans, entre les arabes chois et les mousgoum? L'implication sur le conflit résulte tout simplement du fait que, bon, les mousgoum, ils s'identifient comme des peuples autochtones. Ils s'identifient comme des peuples autochtones parce que leurs ancêtres sont les premiers occupants et ils ont eu à élaborer des rites d'installation dans ces lieux. Et vous ne pouvez pas être le premier à vous installer quelque part et que quelqu'un vient. D'ailleurs, quelques temps plus tard, il commence à te dominer. Ça va te choquer. Et maintenant, il y a aussi ce que je peux appeler la mémoire. Il y a une crise mémorielle au Nord Cameroun. Les mémoires sont encore blessées parce qu'il y a ce que je peux appeler les stigmates de ces hordes djihado-barbares. Voilà. Quant aux Arabes chois, ils se réclament aussi comme des conquérants parce qu'ils s'identifient à Rabat. Vous savez que Rabat, c'est un lieutenant féodal et esclavagiste qui a pilonné toutes ces localités du bassin tchadien jusqu'au contrefait rocheux de Moura. Donc voilà un peu le problème. Ce qui fait donc que ce conflit historique se déporte maintenant sur le monde professionnel.
étant donné que chaque peuple doit vaquer à ses occupations pour assouvir à ses besoins et envoyer ses enfants à l'école. Voilà de quoi il est question. C'est-à-dire que ces peuples vivent avec des préjugés, un préjugé passif qui ressurgit aujourd'hui sous la forme d'un conflit socio-professionnel. Il ne s'agit pas de préjugés. Quand on parle de préjugés, on fait allusion aux déclarations sociales non savantes. Je pense que ton grand-père ne peut pas te mentir. Il va te relater ton origine, comment il a fait pour se retrouver là. Et quand les parents même veulent souvent mourir, ils laissent un testament. Ils appellent souvent les enfants les plus aguerris à affronter la vie quotidienne, c'est-à-dire les plus respectueux pour leur dire que, bon, au sujet de tels contentieux, voilà la vraie version de l'histoire. Sauf que comme nous voulons mener une vie apaisée et vivre ensemble avec nos voisins, nous ne voulons pas tout simplement dire des choses insensées. Donc, c'est quelque chose, c'est un héritage mémoriel qui se transmet de génération en génération. Vous voyez un peu. Et ce qui fait qu'on garde ça dans son arrière-boutique. Le moment venu, dès que la goutte d'eau déborde le vase, on s'est dit que, bien, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs à nos parents. Il faut qu'on règle le compte. C'est pourquoi les peuples mousgoum ne lésinent pas. Vous voyez un peu. Docteur Djaligé, comment est-ce qu'on fait pour réussir une intégration sociale dans cet espace, malgré ce passif? J'ose croire que le Logo Nechari est une réalité singulière. Au fait, le Nord Cameroun même en général est complexe parce que c'est une société multi-ethnique et pluriconfessionnelle. Mais dans le Logo Nechari, si vous arrivez aujourd'hui, vous allez trouver que ces peuples vivent entre eux. Vous ne pouvez pas trouver un Arabe aller vivre chez les Kotoko. Vous ne pouvez pas trouver un Kotoko vivre chez les Arabes. Donc les villages sont des villages un peu segmentés. C'est des sociétés closes à base ethno-tribale, comme je vous le disais tantôt l'autre fois. C'est un peu ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Parce que cette situation ne sera pas définitive. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir la République? Vous qui êtes philosophe, comment est-ce qu'on fait pour bâtir la République? Bon, à mon avis, chaque individu, chaque communauté devrait apporter un élément de sa culture pour essayer de l'exporter à l'échiquier national et que les autres citoyens ou les autres compatriotes d'autres contrées puissent aussi s'accaparer de cet élément qui vient peut-être du côté des Mousgoum ou du côté des Arabes Choua. Donc, je veux tout simplement m'attarder ici sur la construction de l'unité nationale. Il faut que chaque parti, chaque communauté apporte un élément. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Est-ce que l'école chez les Mousgoum ne concerne que les Mousgoum et l'inverse serait vrai? C'est-à-dire que l'école chez les Arabes Choua ne serait que pour les Arabes Choua. Est-ce que je peux, en tant que Mousgoum, inscrire mon enfant dans une école, pensons un peu à ceux qui sont à la limite, une école de l'autre côté? Est-ce que c'est possible? Dans la réalité, il y a des gens qui portent cet état d'esprit-là, qu'ils ne peuvent pas admettre que leur enfant parte se faire inscrire dans une école qui est localisée dans un village Y. Oui. Mais les pouvoirs publics mènent l'effort pour essayer un peu d'unir le divers sensible, c'est-à-dire faire en sorte que les deux peuples puissent se retrouver quelque part. Et quand ce peuple donc se retrouve quelque part, il faut donc maintenant fournir beaucoup d'efforts pour essayer donc de promouvoir le vivre ensemble. Est-ce qu'il y a des mariages intercommunautaires? Il y en a. L'exception existe toujours, mais c'est des cas rares. Il y a des mariages intercommunautaires, mais c'est des cas très rares. Je dis très rares. Ne tombons pas dans l'erreur du positivisme logique qui stipulait que l'école du positivisme logique avec les Carnap
Popper, au départ, avant de se convertir vers la falsifiabilité qui dit que tous les signes sont blancs. Mais le jour où on découvrira un signe de couleur noire, qu'allons-nous dire? Alors, j'ose croire qu'il y a toujours l'exception à la règle. Mais ce cas d'exogamie est très rare. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se cache? On quitte la zone? Non, quand ça... Est-ce qu'on est coupable d'avoir commis un crime? Non, quand ça arrive, moi je pense que c'est une bonne chose parce que lorsqu'il y a déjà lien de sang, ça permet un peu aux communautés de fumer le calumet de la paix, comme on le dit souvent de manière prosaïque. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir des individus qui sont arabes, choix et mousgoum. Il y a des cas, c'est pas à exclure, il y a des cas, mais c'est très rare. Voyez un peu. Très rare parce qu'on s'en méfie, c'est ça? Pas parce qu'on s'en méfie. Vous voyez, le mariage, c'est vrai que c'est une union matrimoniale entre deux individus et dans le sillage et le registre de l'Afrique, ça inclut aussi des familles. Mais c'est très rare, pas parce qu'on a peur, mais il faut que beaucoup de facteurs puissent se combiner, aller ensemble. Souvent, c'est les aléas historiques qui font en sorte que deux personnes issues de bords sociaux diamétralement opposés puissent se mettre ensemble. Bon, il y a aussi, je veux dire, l'impact du destin dans ces affaires-là. Revenons sur la dimension socio-professionnelle du conflit. Oui. Ce qui oppose, ce qui crée le conflit, tout au moins contemporain, c'est le fait que les Arabes Shoa sont obligés de faire traverser leurs animaux de l'autre côté pour avoir de l'eau. Comment est-ce qu'on résout le problème? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été envisagées? Le problème résulte des fronts pionniers. Qu'est-ce que j'entends par front pionnier? On parle de front pionnier lorsque on fait allusion aux frontières à l'intérieur d'un même État qui oppose des activités socio-professionnelles diamétralement opposées. Et avec le temps, l'une des activités prend et gagne du terrain pour essayer d'aller conquérir l'espace de l'autre. Et c'est ce qui crée donc le clash. Dans ce cas de figure, les mousgoum, qui sont des pêcheurs en même temps des agriculteurs, avant la fin des pluies, ils créent ce qu'on appelle des canaux pour garder l'eau, pour maintenir l'eau. Oui. Et ces canaux les servent à faire la pêche pendant la période de crue. Et après la période de crue, ils peuvent donc maintenant poursuivre leur activité agricole en ouvrant des vannes pour que l'eau puisse aller dans les champs. On appelle ça l'irrigation. Et lorsque un troupeau de zébus est en train d'errer dans la nature, parce que c'est des animaux, ils sont mus par l'instinct, vient entrer dans le territoire ou bien un lopin de terre qui appartient à un agriculteur, il se retrouve au fond de la fosse. Il va mourir. Et pour donc chercher à trouver qu'est-ce qui ne va pas, qui a fait à ce que l'animal passe de vie à trépas, alors il y a problème, ce qui fait qu'il n'arrive pas à trouver un consensus pour gérer donc ces différents. Ce conflit. Oui. Qu'est-ce qui est envisageable ou bien qu'est-ce qui est envisagé sur le terrain? La fois dernière, le professeur Charles-Romain Belé a attiré mon attention là-dessus. Il me disait, docteur Djaligué, j'ai besoin d'échanger avec vous. Je suis allé vers lui et il me disait que vous, au Nord Cameroun, par rapport à ce qui se passe, tu sais ce que vous devrez faire? Je lui dis non, monsieur. Il dit, je te pose cette question parce que j'ai suivi ton interview quelque part. Alors, il faut créer des communs. Les communs, il a appelé ça les communs en France. C'est-à-dire, on part, l'État doit s'arranger à mettre sur pied un balisage de terres non habitées. Et on va donc confier ces terres-là à chaque catégorie socio-professionnelle pour vaquer à
activité sans empiéter à l'espace de l'autre. Voilà ce que le professeur me disait. Je pense que en tant que maître, il a raison. On a lu dans une certaine presse que le ministre de l'eau et de l'énergie s'empressait à trouver des moyens d'approvisionnement en eau dans ces zones-là. Est-ce que vous en avez eu une idée? Est-ce que c'est une réalité ou alors c'est un fake, comme on en a? Moi, je ne me fie pas beaucoup plus à ce genre d'informations. Je vois ce qui se passe sur le terrain. Au fait, ces populations vaquent dans des conditions misérables parce qu'il n'y a même pas de route. Pour se déplacer, ceux qui ont un peu les moyens utilisent la bécane, c'est-à-dire la moto. Les routes sont impraticables. Pour quitter de Maroua à Kousséri en saison de pluie, c'est pénible. Pendant la période de crue, c'est compliqué. Donc, les promesses politiques fallacieuses ne tiennent pas. Il faut être concret. À la fin du discours de l'honorable Kamsouloum, Oui. Il note que j'ai le regret d'annoncer que pas plus tard qu'hier, des familles arabes choix des localités autour de Kalgoulou, dans le canton de Inalé, sont traqués et menacés de mort et leur bétail arraché. Ça, c'était le discours a eu lieu le 15 décembre, c'est-à-dire le 14 décembre. On dit qu'il y a une accalmie. Est-ce qu'on n'est pas trop optimiste? Je pense que chaque leader est allé vers sa communauté et les protagonistes ont essayé de dire ce qu'ils pensent au très fond d'eux-mêmes. Et c'est ce que certains leaders ont eu à exprimer à travers leur discours. C'est des choses qui sont réelles, mais il me semble que ces deux peuples sont des peuples guerriers. Et ce qui vient un peu détruire le vivre ensemble entre ces deux peuples, c'est que le peuple arabe chois domine économiquement. Dès qu'on nomme un responsable comme sous-préfet, préfet, commandant de brigade, commandant de compagnie dans cette localité, ils font l'effort d'aller accueillir ce haut fonctionnaire en lui offrant souvent un véhicule neuf. Alors si on vous affecte dans une circonscription administrative, pareil en tant qu'administrateur, et qu'à l'arrivée, un monsieur s'amène, il vous dit que bon, moi je suis l'opérateur économique de la localité, je vous donne une VX. Soyez les bienvenus dans notre terroir. Le lendemain, lorsque surgira un problème, vous allez en sa faveur. Vous allez en sa faveur. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi les Mousgoum, malgré le fait que l'agriculture et la pêche ne leur permettent pas d'avoir grand chose, parce que ça leur permet de nourrir la famille et envoyer leur progéniture à l'école, ils ne cèdent pas, parce qu'eux, ils n'ont pas confiance à l'État. Ils sont méfiants vis-à-vis de l'État. Lorsque même vous êtes gouverneur, ils vous prennent comme un petit corrompu qui vient tout simplement jouer à la comédie et partir dans les grosses voitures. Voilà un peu le bas qui blesse. En effet. Terminons par une question qui m'a amusé un peu. Oui. Je le dis comme ça. En lisant les deux discours, l'honorable Kalkaba semble être renvoyé à Dieu, la solution à ce conflit. Ce n'est pas la même lecture que je peux avoir quand je lis l'honorable... Non, je parle du colonel Kalkaba. Ce n'est pas la même lecture que je peux avoir quand je lis l'honorable Kamsouloum. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y en a qui sont plus religieux que d'autres? Je pense que la religion relève de la subjectivité de chaque individu. Et ça nous ramène encore dans l'ouvrage de Sartre, Les Mengsal, où il essaye de présenter deux personnages, Hugo Baril et Hodera. L'un est idéaliste et l'autre est réaliste. Alors moi, j'ose croire que chaque individu a son profil psychologique, y compris même ses communautés. Lorsque
une communauté est guerrière, elle ne lésine pas. Mais la religion vient quand même apaiser les mœurs dans la cité. Je pense qu'il a tenu un discours religieux en disant qu'il remet tout ça à Dieu parce qu'il sait pertinemment que ce n'est pas fini. Parce que l'historiographie du Nord Cameroun est comme une spirale, c'est-à-dire un serpent qui veut se mordre la queue. Parce que les événements qui surgissent à la surface de réalité sont répétitifs. Ne soyez pas surpris que ce conflit ressurgisse dans les années à venir. On ne le souhaite pas, mais ça fait partie des réalités. Et comme vous suivez pour nous ce conflit, nous vous aurons très prochainement sur les antennes de Ouafrica TV pour pouvoir analyser et donner à la société qui nous écoute d'avoir des éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans cette partie du Cameroun. Merci infiniment, Dr Djaligui. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur Ouafrica TV. Merci.